Jeudi 21 septembre 2017, vous êtes à Montréal et merci de nous accueillir chez vous. On est en direct avec vous pour la prochaine heure. Et où est-ce qu'on est? On est à Montréal, avec plaisir. Vous êtes prêts tout le monde? Oui. OK? Oui. Alors, vous voyez, c'est en Amérique du Nord, plus précisément au Canada et plus précisément au Québec, qu'on retrouve la ville de Montréal. Et encore plus précisément, dans notre café ici, le café Entrée principale, une émission quotidienne qu'on offre à notre public canadien. Donc, tous les jours, c'est un rendez-vous où on accueille les gens qui nous regardent au Canada et aujourd'hui, les gens qui nous regardent partout sur la planète francophone. Bienvenue ici à Entrée principale, Québec. Le Canada, Montréal. Qu'est-ce que c'est Montréal? Bien, c'est une métropole multiculturelle et qui est reconnue autant pour sa beauté, sa culture, la chaleur humaine aussi. On est du bon monde, hein? Oh oui. Oh oui, c'est bien de nous rencontrer. Oui, oui, on est bien invitant, comme tu dis. Beauté, culture, chaleur humaine. Comme ça. Bon, ça me ressemble tellement, j'en suis un résumé. Et puis, c'est aussi le Mont-Royal. C'est évidemment Céline Dion. Hein? Comment ne pas parler de Céline Dion? C'est Céline. Le festival de jazz, Robert Lepage, Juste pour rire, Schwartz, excellent restaurant bien réputé, le Cirque du Soleil, et évidemment notre sport national, le hockey. Si vous ne connaissez pas ça, si vous êtes de passage chez nous, il faut connaître un peu le hockey. Alors, on est en forme, on est prêt à commencer? Oui. OK, comme on dit chez nous, on lâche pas la patate et on lance l'émission. Alors, tous les jours, j'ai la chance de partager ce plateau et ce café avec mes camarades que je vous présente maintenant. Vincent Bolduc, on parle de quoi avec toi aujourd'hui? J'essaie de vous expliquer pourquoi le Québec, principalement Montréal, est devenu une incontournable pour les tournages internationaux. Merci. Isabelle Lacasse, maintenant. On va parler d'un des symboles importants chez nous à Montréal, les escaliers extérieurs. Merci. On a Marie Laberge qui fait partie de notre famille aussi. J'espère que vous avez déjà lu ou vu le théâtre de Marie Laberge ou, évidemment, lire un de ses romans. Marie, on parle de quoi avec toi aujourd'hui? Des mots, le glossaire, le lexique, on va fouiller là-dedans. Oui, notre belle langue à nous, quand on l'offre aux autres. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et Pascal Lévesque. Et on parle de la fleur de lys, celle qui se retrouve sur notre drapeau, celui du Québec, qui symbolise beaucoup de choses, sauf une fleur de lys. D'accord, alors c'est à suivre. J'aurai la chance aussi de vous offrir des conversations avec nos ministres. Alors, la ministre provinciale, qui est Christine Saint-Pierre, qui sera avec nous. Elle est ministre des Relations internationales de la francophonie. On lui parle dans quelques minutes. Et aussi, nous aurons une entrevue avec l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Et avec Mme Joly, je vais parler aussi de cette télé québécoise qui est assez originale, assez particulière. Et on a la chance d'avoir un beau succès à l'international. Nos émissions, nos créations sont souvent vendues à l'étranger. On en parlera avec elle. Beaucoup de succès, peut-être que vous avez vu, qui sont signés, sont une signature québécoise. Par exemple, Les Parents. Partout dans la francophonie et même dans d'autres langues, on peut offrir cette émission. Donc, on suit une famille dans les péripéties avec ses enfants et ses parents. Vous voyez présentement une scène dans notre langue, c'est celle que vous venez de voir, mais elle est traduite dans plusieurs langues. Voici la même scène en polonais. Czekam na dobry wiatr. I poszedł! Cześć! Cześć. Alors, on jasera de ça, donc on aura cette conversation avec notre ministre un peu plus tard. Ici, dans notre café, ça prend un barista. Il s'appelle Louis Courchaine. Louis, comment vas-tu? Ça va très bien, André. Content d'être ici aujourd'hui, je te dirais. Qu'est-ce que tu nous as préparé, à part le café? Bien, pour faire bien comprendre à la francophonie qui nous écoute, Oui. qu'est-ce que c'est que le Canadien original? Eh bien, j'ai relevé cet article du Journal de Montréal qui nous montre que Justin Trudeau n'a pas froid aux yeux et porte des chaussettes de Chewbacca. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada. Ben oui, fait fureur avec ces chaussettes partout dans le monde. Alors, c'est ça, le peuple canadien, quelque part, notre premier ministre. Il est à la mode, hein, quand même? Ben, écoute, porte des chaussettes de comme on dit par chez nous. C'est même que je commence ça, André, avec une imitation assez bien réussie de Chewbacca. Merci. C'est ça que je veux que la francophonie mondiale sache de moi. Merci, mon petit Chewbacca. Ça me fait plaisir. Parce que vous savez qu'une fois rasé, il a l'air de ça, Chewbacca. C'est son visage, son vrai visage. Merci bien. Allons du côté de Vincent Bolduc. Vincent Bolduc nous a préparé une chronique sur le cinéma. Oui, parce que Montréal est surnommé la Hollywood du Nord, parce que les productions américaines y viennent beaucoup, mais aussi ailleurs au Québec, il y a beaucoup de tournages étrangers. Il y a la rue, entre autres, à Montréal, la rue Belmont, qui peut vraiment avoir l'air d'une rue, vous le voyez, là, américaine. Si vous en doutez, voici une image de White House Down.
Où là, voilà, ça a l'air encore plus américain. Beaucoup de réalisateurs sont venus tourner ici, hein? Steven Spielberg, Martin Scorsese, on le sait. Arrival s'est tourné dans le Bas-Saint-Laurent à Saint-Fabien. Il y a Jean-Jacques... Réalisé par Denis Villeneuve, qui est québécois. Qui est québécois. Jean-Jacques Hano a tourné cet été la série La Vérité sur l'affaire Harry Kébert à Forestville, sur la Haute-Côte-Nord, qui a même mis les couleurs presque d'Hollywood à Forestville pour fêter le tournage. C'est comme Hollywood, mais avec une faute de frappe. Exact. Hein, c'est la même chose. Ça donne Forestville. C'est un peu comme ça, éternuer Hollywood. ça donne Forestville. Donc, ils étaient très fiers, avec raison. Et l'année 2017 donne vraiment un bon exemple de la variété puis des qualités, la qualité des productions étrangères qui viennent s'installer ici. Il y a eu Zoé, réalisé par un protégé de Ridley Scott avec Christina Aguilera et Léa Seydoux. Il y a eu Flarsky, qui a été tourné avec Charlize Theron. Et X-Men aussi, hein, qui a été... c'est le troisième X-Men qui est tourné à Montréal. Et pas juste à Montréal. Ils ont recréé toute une bataille sur le site de l'aéroport de Sorel à Saint-Robert, pas loin de Montréal. Donc, vraiment, ils investissent le lieu. C'est des extraits des films, par exemple. C'est pas le film en entier, là. Ils viennent faire des moments de leur scénario ici, dans nos lieux à nous. Moments, là, ah oui, d'accord. Des fois, c'est des moments, des fois, c'est presque l'entier. Et tu me parles des locations, donc des lieux qui existent déjà, les rues, les champs, bref, la ville, mais il y a aussi des studios. Il y a aussi des studios, on a des infrastructures pour ça. Il y a un bureau du cinéma, de la télévision, là, qui est un guichet unique pour tous les producteurs qui veulent tourner au Québec. Il y en a à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Saguenay, dans l'Outaouais, dans les Laurentides. Mais on a parlé avec Daniel Bissonnette, qui est le directeur du bureau de Montréal, parce que c'est quand même la majorité des tournages qui se font ici, qui nous disait que dans les années 80, c'était beaucoup Toronto et Vancouver qui accueillaient des tournages internationaux qui arrivaient de l'étranger. C'était les deux plus grands centres de production au pays. Et dans les années 90, Montréal s'est ajouté et vraiment est devenu un centre de production internationale dans les années 2000, parce que tu l'as dit, on s'est doté d'infrastructures pour recevoir donc ces tournages-là, entre autres les studios Melz, plus grand studio au Canada. On parle de 36 500 pieds carrés de studios. Il y a d'autres studios qui vont être en construction à l'automne aussi à Montréal. Donc vraiment, il y a ce qu'il faut aussi pour tourner des films à grand déploiement. Il y a aussi une architecture qui s'étend sur plus de 3 siècles, qui est concentrée dans un même quartier, qui est le Vieux-Montréal, qui est préservé légalement, qui est protégé. Et on peut vraiment utiliser ça comme toile de fond pour des villes d'Amérique, d'Europe et d'ailleurs. Il n'y a aucune ville américaine où on retrouve un quartier historique complet comme ça. Donc ça, c'est une grande richesse. Donc, ils peuvent prendre des prises de vue un peu plus loin parce qu'il y a un ensemble. Sinon, c'est toujours rapproché quand ils sont ailleurs qu'à Montréal. Plus qu'une rue. Ils peuvent tourner plusieurs rues pour plusieurs lieux. Dans les Schtroumpfs 2, entre autres. Oui, tu n'as pas joué là-dedans, toi? Oui, je faisais le petit bonhomme avec la barbe blanche. Ah non, c'est le grand Schtroumpf. Là, on le voit ici. La Banque canadienne de commerce servait de toile de fond pour Manhattan, mais aussi la rue Saint-Paul, devant le marché Bon Secours, qui a servi à faire une artère parisienne dans le même film. Donc, on voyage. On tourne dans la même ville, mais on voyage. Ici, c'est dans X-Men Days of the Future Past, où on a un hôtel parisien des années 70, mais en fait, c'est l'hôtel de ville de Montréal. Donc, vraiment, il y a toute cette richesse-là de l'architecture. On est prêt à accueillir des films de tout type de budget parce qu'on a des équipes de tournage chevronnées, de très bons techniciens, capables de travailler efficacement, peu importe l'envergure du budget, parce qu'on fait des films parfois avec les moyens du bord ici et parfois avec de très gros budgets avec des productions étrangères. Donc, on a aussi des avantages financiers très compétitifs avec des crédits d'impôt, mais ça, c'est vrai aussi pour Toronto et Vancouver. Donc, c'est une industrie assez riche. 1,5 milliard en volume de production par an à Montréal. Il y a 1 milliard en production locale et il y a 350 millions en tournage étranger. Ça, c'est les montants qu'ils dépensent directement ici. Un seul X-Men dépense à chaque fois 75 millions, dont la moitié juste en main-d'œuvre québécoise. Là. Juste le X-Men qui est en tournage jusqu'en novembre, il emploie 1000 Québécois, dont 300 à 400 figurants locaux. Et après, il y a un 150 millions de coproduction internationale. 150 millions de dollars. Et il y a aussi une vente de services très spécialisés parce qu'il y a une trentaine d'entreprises d'animation et d'effets visuels qui vendent pour une valeur de 300 millions de dollars par année de services. Donc, vraiment, c'est beaucoup d'argent, mais on veut même faire doubler ce volume-là et plus encore pour les productions étrangères au Québec vers la fin de la décennie. Confirmer ce statut de centre international de production, protéger ces emplois-là, rentabiliser toutes ces infrastructures et le rayonnement international que ça apporte. Donc, aussi. Ce que j'entends, c'est que ça va mieux parce qu'il y a 5 ans, il y avait un creux de vague. On parlait qu'il y avait moins de production américaine qui venait. Là, c'est en remontée. C'est ce que j'entends dans tes chiffres. Il y a un élan et on veut que ça se poursuive. Et les réalisateurs qui font rayonner le Québec à l'étranger, que ce soit Xavier Dolan, Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve, Philippe Falardeau, eh bien, ça apporte aussi des tournages ici parce que les gens veulent venir tourner ici. Ça fait connaître l'endroit.
l'endroit et il y a un échange, là. Merci beaucoup, Vincent Bolduc. Merci bien. On parle de Montréal avec vous pour la prochaine heure, entre autres. Et puis, on fête les 375 ans de cette ville-là. C'est pas vieux, en fait. Hein? Non, Pour vrai? pas vieux. Parce que quand tu penses à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, parce que je vous rappelle qu'on est diffusé, on est en direct, entre autres, à Paris, on est à Genève, on est à Bruxelles, et on est à Nouvelle-Orléans, on est à Plamondon, Vancouver, on les salue, ils sont avec nous tout le temps. La Réunion, Séoul, bref, les gens nous regardent de partout. 375 ans, c'est pas vieux. Mais Ah, pour un chat, c'est vieux. pour un chat, c'est vieux, un chat, t'as c'est raison. très vieux. C'est assez Pour vieux. une t'as ville, raison. c'est... Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais donc, jusqu'en décembre, on va célébrer la fête de cette belle ville-là. Qu'est-ce que... Et ça fait presque... Ça va faire un an bientôt. Qu'est-ce que vous avez retenu des célébrations? Quel événement, quel monument retient votre attention? Qu'est-ce qu'on devrait visiter? Qu'est-ce qu'on devrait savoir si on vient à Montréal? Ça revient pour les 2 prochaines années, mais moi, la formule électrique, je me suis donné la peine d'y aller. Je n'ai pas que critiqué de l'extérieur. J'ai assisté, puis c'est quand même merveilleux parce que ça rejoint plusieurs métropoles à travers le monde qui reçoivent ce Grand Prix électrique. Oui, alors ça se passait complètement en ville, en plus, Oui, c'est en ce qui est plus, assez belle original. visibilité. Vous autres, qu'est-ce qui vous vient, là? Qu'est-ce que vous pensez, Marie? Mais ils ne le referont pas, le Montréal symphonique, hein? Ouais, ça, c'était 3 magnifique. orchestres symphoniques ensemble, Oui. au pied de la montagne. Merveilleux. Mais ça, je pense pas qu'on le revoit. Non, peut-être qu'on a accès sur le web à quelques images de ça, mais oui, 3 allez orchestres voir. symphoniques ensemble sur la même scène, c'était extraordinaire. Isabelle, Vincent? Moi, j'ai beaucoup aimé Montréal en histoire, dans le vieux Montréal, justement, où il y a des projections sur plusieurs édifices, mais il y avait une nouvelle projection cet été, et c'est toujours en cours, sur l'histoire de Montréal pour le 375e. C'est vraiment magnifique. Vincent? Ça a été l'occasion aussi de connaître les gens qui habitent cette ville-là. Il y a eu des ouvrages, des sites Internet, entre autres un magnifique livre qui s'appelle Portrait de Montréal, où on apprenait à connaître les gens qui habitent cette ville-là. 200 portraits anonymes, là, des photos avec un descriptif de leur vie, pour connaître les gens qui l'habitent, Ouais. parce que c'est une ville multiculturelle, des gens de toute classe sociale, de toute origine, qui cohabitent dans cette ville-là. C'était très riche. Moi, j'avais envie de les connaître pour vous, alors je suis allé avec les caméras à l'extérieur et comme ça, improvisé, j'ai attrapé des gens au passage et j'ai discuté avec eux. Ça donne une petite conversation. Chez nous, on dit une jasette. La jasette au Québec, c'est ce qu'on vous présente là. Et pour l'instant, on va parler de la langue française. Impromptu, comme ça, à l'improviste, on ramasse quelqu'un sur la rue et on a une petite jasette au Québec. Une langue, c'est vivant. C'est pas dans les livres que ça se passe, c'est dans la bouche des gens. Donc, notre français qui vient de marin, qui vient d'ouvrier, qui vient de fermier, est devenu très imagé. C'est pas l'Académie française qui est arrivée ici, là, en 1608, là, hein, puis même après. Donc, moi, je suis très fier de cette langue-là, colorée, imagée. Je suis très riche de ça. Qu'est-ce que t'aimes du français? J'aime écrire en français. Je trouve ça joli, le français écrit. Puis j'aime le français québécois, en fait. Je l'aime pas particulièrement à un moment donné ou à un autre, mais j'aime parler québécois. C'est quoi parler québécois? Ben parler québécois, c'est... Pas évident comme question. Non, pas évident, mais en même temps, tu t'en rends tellement compte quand tu parles à un Français que tu parles québécois. En fait, c'est un peu intangible, mais il y a comme un côté amical à la langue. Ton mot préféré? Essence. C'est deep, mais c'est vrai. Ouais, l'essence. Dans le sens... L'essence dans n'importe quoi. C'est quelqu'un avec une essence, une chanson avec une essence. Essencia, ça sonne même bien en espagnol. Essence. Y a-t-il une expression québécoise que vous aimez particulièrement? Les gens, ils vont dire, ben Gordon. Ça, je trouve ça cute. C'est vrai. Je me souviens quand je suis arrivé ici, j'ai été dans un garage avec un ami. Puis le mécanicien a dit « Hey René, ton char est bien même magané. » J'ai dit à René, peux-tu traduire ça en français pour moi? Je comprenais pas. C'est plate. Vous l'aimez, celle-là? Oui, mais chez nous, on l'a pas du tout. Non, hein? Non, chez nous, on dit plutôt c'est moche, je crois que c'est... Oui, c'est moche. C'est ennuyant, peut-être. C'est ennuyant, oui. Si je vous donne l'expression, l'autre jour, j'ai pogné un flat avec mon char, puis le tailleur, il est resté jamais dans le rim. Bon. Ben, OK, il y a une expression que moi, j'emploie pas du tout, mais quand j'entends des gens le dire, dire cette expression-là, ça me fait beaucoup rigoler. Avoir le trou de cul en dessous du bras. Tu sais, je me vois juste comme un trou de pète en dessous d'un bras. Je trouve ça juste très drôle. Mais Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi? Mais moi, je pense que ça veut dire que ça va pas bien. C'est sûr que ça va pas faire peur, là, ce temps-là.
Alors, conversation spontanée, comme ça, sur la... Oui, Ouais, j'ai l'impression que ça va bien, c'est un coup de patte en dessous du bras. c'est drôle, c'est des expressions qu'on entend aussi. Peut-être que vous allez les entendre aussi autour de nous, parce que je vous rappelle qu'on est, on est très public, hein? Parce que ça, c'est l'entrée principale de la tour de Radio-Canada, cette station de télé et de radio ici en plein centre-ville de Montréal. Ça bouge derrière moi et ça se peut qu'on soit interrompu de temps en temps. C'est le propre de cette émission qui s'appelle, justement, Entrée principale. Ça nous permet de prendre un petit café avec Marie Laberge. Certainement que vous le connaissez si vous êtes adepte de bonne lecture, des romans qui sont lus partout dans la francophonie. Elle a donné beaucoup de théâtre, Marie. Elle est notre amie Marie qui est chez nous. Et puis, Marie, toi, a publié, été lue dans la francophonie internationale. Mais tu es une fille de Québec qui vit maintenant à Montréal. Tu as ta langue à toi. Toi, je te connais, t'es têtu, tu respectes bien ta langue, tu veux pas trop ajuster pour le lectorat étranger. En fait, ce que je voudrais, c'est que la beauté de la langue qui est la nôtre et puis la saveur qu'elle a, qu'elle arrive aussi aux autres. Je ne veux pas la laver pour la rendre comme trop propre, trop nette. J'aime bien quand c'est un petit peu sale. C'est pas dommage. Oui. Alors, vous connaissez cette trilogie, certainement, si vous connaissez l'œuvre de Marie Laberge. Alors, dans la trilogie, en plus, ça se passe dans un Québec du début du 20e siècle. Alors, le français n'était pas pantoute la même chose que c'est maintenant. Oui. On parlait plus anglais et tout. Alors, quand on est arrivé au problème de la compréhension des livres, je me suis dit... On est mieux de faire un lexique plutôt que de changer dans le roman le rythme et puis la fluidité de la langue. Sois franche avec moi. Est-ce que l'éditeur t'avait demandé, peux-tu changer quelques mots? Peut-être qu'on ne comprendra pas. Ou l'éditeur français ou l'éditeur étranger. L'éditeur français m'avait dit, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué pour un lectorat français d'avoir accès à tout. Mais j'ai dit, on peut faire un lexique, mais on est mieux de faire un lexique que de rentrer dans le roman et comme de le dénaturer, parce que là, on n'a plus la même couleur pantoute, on n'a plus le même tricot. Oui. Alors, comme là, tu viens de dire le mot pantoute pendant que tu parles, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire pour nous. Ça veut dire pas du tout, mais c'est comme un petit peu plus pas du tout que pas du tout. Il y a un petit quelque chose de... pas du tout. Exactement, il y a un petit quelque chose de plus. Exactement, point du tout pantoute. Oui, exactement. Alors, on a un tableau là, pour peut-être visualiser tout ça. Oui. Il y en a quelques-unes. Dans ton lexique, peut-être? Dans le lexique, mais ça, c'est une chose que j'adore. Chez nous, on dit on l'a eu de peine et de misère. Oui. Mais l'équivalent en France, ce serait, nous l'avons obtenu c'était la croix et la bannière pour l'obtenir. Ah, mais tu vois, moi, je dis la croix et la bannière. Bon, ben tu vois, t'es française. Mais on est tous français, francophones du moins. Français. Alors, le pantoute, on en a parlé il y a 2 secondes. Fin de semaine? Ça, c'est mon regret. Je voulais le dire parce que moi, je trouve qu'une fin de semaine, la fin de semaine commence. Cette fin de semaine-ci, je m'en vais là. C'est vraiment ce que c'est. Or, dans le vrai dictionnaire, c'est week-end qu'il faut dire. Il faut dire le mot anglais. J'ai une petite réticence. Oui. On parle anglais, nous. On a des mots anglais dans notre langue parlée. On emploie, c'est cool d'être ensemble, etc. Oui. Mais de là à l'écrire, c'est un choix, c'est un geste quand même. Oui, mais moi, ça me fait rien. Comme là-dedans, il y en a des expressions anglaises parce qu'au début du 20e siècle, on parlait avec énormément d'anglais dans les classes ouvrières au Québec. Pas parce qu'on était anglais, mais parce que le boss était anglais. Et alors, c'est pour ça que la plupart des mots du travail étaient des mots anglais parce qu'il fallait s'adresser au foreman. C'est lui qui disait « Hey, c'est pas le week-end, là. » Oui, c'est ça. Le travail, c'est pas le week-end. En fait, week-end, ça nous vient de la France. Moi, c'est le Robert qui tient le week-end comme étant la fin de semaine. C'est-tu le dictionnaire dans lequel on te retrouve, ça? Oui, mais... Ben oui, dans le Robert, puis nous autres, on n'est pas là du tout. Non, excusez, on n'est pas là partout. Parle-moi de cette évolution de la langue qu'on a maintenant, nous, aujourd'hui. Un jour, on était sur le bateau, on traversait l'Atlantique pour découvrir un nouveau continent. Bien sûr, des Français qui parlaient à la fois la langue d'oc, la langue d'oï, puis la langue française de la cour, parce que les filles du roi étaient aussi sur les bateaux, et les filles du roi étaient à la cour. Donc, pour pouvoir se comprendre, ils ont adopté une langue commune qui était celle du français, celle de Molière, la même langue que Molière. Oui. Et ils sont arrivés ici en Nouvelle-France, et c'est en Nouvelle-France que la première fois que la langue commune a été le français. Alors qu'en France, elle était encore divisée avec
la langue d'oc, la langue d'oï et tous les patois de tout. Une certaine hiérarchie qui faisait que c'était pas la même langue. C'était C'est pas ça que la même j'entends. langue, ils se comprenaient pas tant que ça, hein? Oui. Parce que la langue d'oc et oï, c'est pas la même chose. C'est le même mot. Vous savez que oc, ça veut dire oui, puis oï, ça veut dire oui. D'accord. Alors, c'est pas le même son, pas la même musique. Tu viens de glisser sur Molière, de son œuvre. Il y a des mots qui font partie de notre vocabulaire. Nous, on les a gardés parce qu'on n'a pas eu la Révolution française, nous autres. On a eu les Anglais. Oui, on a un bout de temps, les Anglais. Oui. Alors, notre bon Molière, il y avait des mots comme à cette heure, ça, c'est dans Molière. Et nous, on dit ça. On dit à cette heure en pour dire disant- à 7 heures, si, Oui, maintenant. maintenant. Tantôt, c'est au sens réel du mot, parce que Molière l'employait au sens ancien, c'est-à-dire tantôt comme nous, on l'emploie. Tantôt, ça veut dire dans quelques instants ou il y a quelques instants. Et ça, Mais maintenant, en France, c'est l'après-midi tantôt. si on est à Paris, on est en vacances, puis on dit On dit, le je mot vais- tantôt, je vais on n'est pas tantôt. compris, hein? Non, j'y vais tantôt, ils vont penser qu'on va y aller l'après-midi. D'accord, d'accord. On ira pas le matin. Et ça, c'est signé Molière. Oui, Molière l'employait au sens strict du terme et on a continué. On a continué parce que, qu'est-ce que tu veux? Molière, on l'a tellement aimé. Et puis on aime beaucoup Marie Laberge aussi. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci, André. Louis Courchaine, mon cher barista, avant de me faire un café, s'il te plaît, Oui. tu dirais quoi? Ah, ben écoute, André, j'aimerais ça te présenter une petite vidéo, en fait, qu'on a vue hier en direct. On parlait avec Patrice Roy des arrestations, manifestations à Catalogne. Patrice Roy, qui est notre présentateur de nouvelles ici. Oui, et il y a eu un petit accrochage direct que j'aime bien souligner. Alors, sans le son, c'est sûr que c'est moins drôle, mais présentement, on entend un bébé pleurer. Alors, Donc, on savait. Et ce n'est donc pas une surprise l'homme se parce fait que déranger Marguerite par me son dit- enfant. Il me semble qu'on a déjà vu quelque chose du genre aux États-Unis. Comme à la BBC, en fait. Ah, la BBC. Oui, oui. On comprend les textes. Sauf que nous, on n'a pas eu le petit bonhomme qui est rentré dans Exact. l'image. Alors, l'histoire ne dit pas si l'enfant était pour ou contre le référendum catalan, mais quand même, ça le rendait très triste. Et on le salue au passage. Merci beaucoup. Je vous ai promis un rendez-vous. Je vais prendre un café, si vous le permettez, avec notre ministre fédérale. Donc, ici, elle s'appelle Mélanie Joly. Elle est ministre du patrimoine canadien. Et puis, elle nous attend là, en direct. Elle est à Ottawa. Alors, bonjour, Mélanie Joly. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Et merci de partager un café entrée principale. Je suis très content qu'on fasse ça ensemble. Ça me fait plaisir. Il y a moins de café que je m'attendais, mais je suis contente de prendre un café de façon en fait virtuelle. Oui, c'est étape par étape. Le café va venir plus tard un peu. Je l'attends. Alors, dites-moi, j'aimerais vraiment parler avec vous de l'exportation de la télé québécoise. On fait de la bonne et beaucoup de télévision au Québec, alors qu'on n'est pas beaucoup, on est 8 millions, si on résume. À quoi est dû ce succès? Parce que depuis les années 70, on exporte de la belle et de la bonne télé. Oui, mais je pense que c'est dû au fait qu'on a été capable de créer vraiment plusieurs institutions pour soutenir notre culture, que ce soit au niveau fédéral, avec Téléfilm, avec le Fonds des médias du Canada, aussi s'assurer d'avoir un conseil des arts forts, puis en même temps, au niveau du Québec, où il y a des institutions qui ont été créées. Donc, ça a permis peu à peu du financement à nos créateurs qui ont pu peu à peu prendre des bonnes idées, les développer et éventuellement les produire. Pourquoi c'est si important d'investir, de s'impliquer autant dans la télévision? Parce qu'au niveau culturel, évidemment, la palette est très large, si je peux me permettre. Le registre est très, très large. Mais la télévision, vous y mettez quand même pas mal d'énergie. Oui, mais parce que c'est important. C'est l'endroit où les gens se réunissent, puis peuvent entendre des histoires qui nous réunissent aussi. Et de façon générale, c'est une façon de transmettre notre culture. C'est pour ça que la télévision, elle est si importante. Plusieurs pays à travers le monde le reconnaissent, mais pas tout le monde y arrive de façon aussi spectaculaire qu'ici, en fait, au Québec, au Canada. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au-delà de la télé en soi, nos meilleurs réalisateurs, peu à peu, sont en train de rayonner partout à travers le monde. Oui, même au niveau cinéma. Des fois, ils sont passés par la télé et ils s'épanouissent au cinéma à l'étranger aussi. C'est ce que vous voulez dire? Oui, parce qu'en fait, souvent, la télévision est une façon d'incuber du talent. Et après, bon, on peut aller dans d'autres formes d'art, notamment au cinéma, mais quand on pense à Jean-Marc Vallée, quand on pense à Denis Villeneuve, ce sont des exemples. Mais aussi, notre bonne télé a connu plusieurs succès, que ce soit 19-2, Unité 9, Mensonge, où peu à peu, on voit que des formats qui fonctionnent chez nous sont exportés en français dans différents autres pays, mais aussi où on voit qu'éventuellement, ils peuvent être traduits dans d'autres langues. Souvent, notre français à nous est ajusté pour le téléspectateur de l'étranger, soit en sous-titrage ou complètement doublé.
Est-ce que ça chatouille notre ministre ou c'est une logique pour vous? Mais il va de soi que pour nous, c'est extrêmement important d'avoir de la production originale en français. Et c'est pour ça que récemment, en fait, on a pris des décisions en tant que gouvernement pour demander au CRTC de revoir ses propres décisions au niveau du soutien au contenu original francophone, parce que on peut pas avoir vraiment une télé forte, un milieu culturel fort, si on n'a pas de système de production, d'environnement de production fort, et ça passe par de l'investissement en contenu original. Dans notre langue à nous, sans lui retoucher? Bien, en fait, dans notre langue à nous, mais notre langue à nous, elle a plusieurs accents. Oui. Elle a les accents québécois, acadiens, franco-manitobains. Puis, on doit être fiers du fait que le français est une langue vivante, qui évolue, qui s'adapte. Quel est l'avenir de tout ça maintenant? Parce qu'il y a un plan culturel qu'on va entendre très bientôt, que vous allez nous déposer. Oui. Qu'en est-il pour la télévision? La télévision, en fait, elle est au cœur même de notre stratégie parce que la télévision, en fait, c'est tout le secteur de l'audiovisuel présentement qui est affecté par les changements des différentes plateformes qui créent une opportunité extraordinaire d'exportation de contenu, de rejoindre, en fait, des publics partout à travers le monde. Mais en même temps, on doit s'assurer de bien protéger notre culture, s'assurer d'avoir des environnements de production qui vont pouvoir créer de la bonne télévision, des bons contenus, des bons formats qui vont, au départ, pouvoir soutenir nos créateurs ici. Madame Joly, quand vous avez appris qu'on était choisi entrée principale pour être à TV5 Monde aujourd'hui partout sur la planète francophone, avez-vous été inquiète qu'on nous choisisse, nous? Je ne commenterai pas sur cette question-là. J'ai confiance, André, en vos capacités de pouvoir vraiment faire rayonner notre francophonie partout à travers le monde. Mais aussi des ententes comme Radio-Canada peut avoir avec TV5 Monde sont fondamentales. Oui, exactement. Sont fondamentales parce qu'on doit s'unir au niveau international via le radiodiffuseur public francophone pour justement faire rayonner notre francophonie. J'espère qu'à partir de maintenant, la tasse entrée principale sera sur votre bureau, Madame la ministre. Avec du café. Alors, on se fait-tu un petit chin-chin pour conclure, si vous voulez bien? Ça fait plaisir. Alors, santé à vous. Merci beaucoup, Mélanie Joly. Merci. Bon succès. Merci. Alors, merci bien, merci. Et puis, je vous rappelle aussi qu'on aura notre ministre provincial un peu plus tard. Et là, il y a une petite réaction en direct. Je vous rappelle que sur notre Facebook, vous pouvez commenter ce qui se passe. On est en direct partout sur la planète francophone. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est sur mon ordinateur présentement. J'espère que vous pouvez le voir à la maison. Mais une personne qui s'appelle Liliana Ross qui nous dit « Je vous écoute de mon salon en Roumanie, à Bucarest, et je suis très heureuse d'entendre le québécois, ma langue d'adoption, puisque je suis une Roumaine québécoise qui vit à Trois-Rivières et qui se trouve actuellement dans un autre pays. » Alors, voilà, est-ce que je comprends que c'est une Roumaine qui vit à Trois-Rivières puis est retournée chez elle puis elle nous regarde maintenant? Bien, j'ai pas fini le livre, mais je pense que oui. Continuez à nous écrire. C'est très agréable de vous suivre. Si vous êtes à l'étranger, n'hésitez pas sur notre Facebook. Et oui, elle dit que c'est agréable d'entendre les Québécois parler maintenant. Bon, on va continuer à entendre ces Québécois-là. Donc, à l'improviste, sur la rue, on vous offre Jazette au Québec. Comment vous pourriez décrire le Québec à quelqu'un qui ne l'a jamais vu? Qu'est-ce que vous diriez? C'est immense, le Québec. C'est un peuple qui est très pacifique. Hein? Les Québécois, on est très, très pacifiques. Très accueillants aussi, je pense. On aime beaucoup les gens de l'extérieur. C'est des gens qui sont très travaillants aussi. Et le Québec, c'est comment? Oh, Québec, j'aime beaucoup. Je pense que ça, c'est ma maison ici. Parce que je sens que I belong here. I feel like I belong here. Ah oui? C'est très ouvrir pour les femmes. C'est très bien pour une femme comme moi. C'est libre esprit. Il y a une liberté. C'est une liberté et aussi c'est pas dangereux comme autre pays. Ici, c'est cool. Je peux aller danser même seul et c'est pas de problème. Ouais. Et les gens québécois, c'est très ouvert pour autre culture. Je trouve qu'on est hyper chanceux. C'est une province où il fait vraiment bon vivre. Avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a quand même un climat d'incertitude, de crise, tout ça. Puis ici, c'est la paix. Mais c'est pas plate. C'est pas une paix qui est comme monotone. Ouais. C'est une paix vivante, joyeuse, tu sais. Le Québec, c'est une province accueillante où les gens sont très sympas.
Et c'est un endroit où on peut s'éduquer, on peut vivre. Il y a la paix ici, il n'y a pas de guerre dans ce pays-là. C'est un pays agréable à vivre. Est-ce qu'un jour, tu vas dire « je suis québécoise » ? Oui, je suis québécoise, je suis indienne, je suis aussi le citoyen de Global. Citoyenne du monde. Citoyenne du monde, oui. J'aime ça. Vous parlez très bien français. Ben, une chance. Et on retourne au studio. Elle me disait que dans son pays d'origine, elle était animatrice de télé aussi, fait que j'en ai profité. Et on va profiter d'une belle visite là, comme ça, à l'improviste. C'est Webster, merci d'être là. Ben écoute, ça fait plaisir, merci de me recevoir. Ben, ça confirme qu'on est dans l'entrée principale. Tu passais pour aller faire des entrevues. Ouais, j'avais une entrevue, je vous ai vu, je suis comme, je vais crash là. Alors, un rappeur qu'on adore, un artiste et qui intervient aussi socialement, c'est important pour toi de le faire. Et tu venais parler de quoi dans ton entrevue? Tu parles de quoi aujourd'hui? Tu as fait de la Fabrique culturelle, qui est la plateforme numérique de Télé-Québec. Oh, excuse-moi. Louis, tu peux trouver des images de ça, Fabrique culturelle? Oui, Québec. Excuse-moi de t'interrompre. Non, on pourrait montrer peut-être aux téléspectateurs. Ben oui, il y en a plusieurs, fabriqueculturelle.tv. OK. Et c'est vraiment une belle fenêtre sur la culture québécoise. OK. Déjà, ça sort de Montréal, c'est moi les Montréalais, mais on sort de Montréal pour aller partout en région. C'est important de le faire. Oui, tout à fait, parce que la culture québécoise se trouve partout au Québec. Oui. Et aussi, ça a une certaine verticalité. Oh, excuse-moi, les images vont rouler. Là. Louis nous a fourni ça. Ce que je disais, c'est qu'il y a une verticalité dans le sens qu'il y a les artistes émergents qui sont là. Donc, c'est pas juste les artistes commerciaux. Qui ont beaucoup de présence et tout, c'est pas eux. Alors, on va les voir un peu plus dans l'ombre pour découvrir. Oui, tout à fait. Il y a toutes les formes d'art. C'est-à-dire, il y a de la sculpture, de la danse, du rap. Il y a de... Fallait que tu en parles. Tu le dis une autre fois, je te fais rapper maintenant. Ah, ben écoute, prochaine fois. OK, c'est bon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette année, il y a un focus qui est mis sur le patrimoine bâti. OK. Pour parler d'histoire. Donc, il y a des textes, mais il y a aussi une émission, une web-série qui s'appelle Artefact, que je vais animer. Qu'est-ce que c'est, ça? Donc, c'est une série vraiment sur le patrimoine. Donc, c'est notre histoire. On rencontre des historiens, des intervenants. Et donc, admettons, on fait le Pont de Québec. Je l'ai vu, d'ailleurs. Excellente capsule. C'était vraiment bien parce que vous êtes allé chercher même l'histoire autochtone des gens qui sont décédés dans la construction du Pont de Québec. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Donc, il y a ça. Il y a Nigger Rock aussi, qui est un cimetière d'esclaves en Estrie. L'asile hanté de Sainte-Clotilde, la ville d'Arvida. Donc, c'est très vaste. C'est vraiment intéressant, par exemple. Ah oui. T'es chanceux de faire ça, toi? Oui. Hein? Vraiment? Est-ce que c'est ton idée au départ ou on est allé te chercher pour ça? Ben, on est allé me chercher pour ça, mais on cherchait un moyen, parce que je suis ambassadeur de la Fabrique culturelle, puis on cherchait un moyen de faire une émission avec moi. Et moi, je suis historien de formation. Et donc, j'ai une passion pour cette histoire-là. C'était le candidat parfait. Voilà. Fabriqueculturelle.tv. .tv, et c'est pas géolocalisé, donc à l'étranger, on peut visiter. Oui, vous pouvez. OK. Et là, parlant de visite, je pense que là, tu es attendu. Est-ce que c'est en direct, ton entrevue? Ah oui, je vais y aller. C'est de valeur. T'allais rapper, là, je t'aurais demandé 10 minutes de rap. Oui, ben, prochaine fois, réinvite-moi. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. OK, je te remercie. Merci beaucoup, Webster, merci. Tu repasses quand tu veux, puis on a du café aussi pour notre visite, si tu le veux bien. Vous connaissez peut-être Montréal. Vous êtes déjà venu et sûrement que vous avez dans votre appareil des photos du Mont-Royal. Ça fait vraiment une image particulière de cette ville qu'on aime. Une montagne en plein centre-ville, c'est assez particulier. Ça nous permet de respirer l'air un tout petit peu, d'avoir du bon air tout en étant dans notre ville. Il y a aussi le pont Jacques-Cartier qui vous accueille, qui a été illuminé. Donc, Moment Factory, entre autres, signe cette œuvre avec tous les artistes et les artisans qui ont été sur ce projet. C'est tout nouveau pour nous qu'il soit éclairé, ce magnifique pont. Alors, il y a plusieurs images comme ça qui font histoire et qui marquent votre visite ici à Montréal. Isabelle Lacasse aussi voulait en souligner. Oui, je voulais te parler d'un symbole qui s'inscrit juste entre les deux, parce qu'en 2013, le journal Métro avait mis sur pied un jury d'une quarantaine de personnes qui devaient se prononcer sur les symboles forts de la ville de Montréal. Alors, effectivement, le Mont-Royal arrivait en première position, le pont Jacques-Cartier en troisième position, et entre les deux s'inséraient les escaliers extérieurs. Des escaliers en deuxième position, ça veut dire quoi? Des duplex et des triplex de la ville de Montréal, parce que c'est des escaliers qui sont apparus dans la deuxième moitié du 19e siècle. Montréal doit faire face à une densité de population. Bien des gens de la campagne quittent la campagne pour revenir en ville. Et on parle souvent de l'attrait unique de ces escaliers-là en parlant de Montréal. Mais je veux quand même apporter une petite parenthèse, parce qu'il y a des gens présentement dans le quartier Limoilou à Québec qui doivent se dire « on en a des escaliers comme ça là-bas ». Ils ont raison de te le dire. Ils ont raison. Des gens aussi, certaines rues dans les villes de Sherbrooke, de Trois-Rivières aussi, où on peut voir ce genre
d'escaliers-là dans un pays où on vit durement parfois l'hiver, où il fait froid, puis on se dit pourquoi ils ont mis des escaliers extérieurs. C'est de l'entretien, en plus. Oui. La glace pas en là-dedans, la neige, le slush. Exactement. Il faut pelleter, puis on peut glisser. On est tous tombés une fois dans ces escaliers-là, c'est certain. Ça, c'est clair. Bien, justement, quand on a fait d'autres choses sous ces escaliers-là aussi. Ah oui. Dans les romans de Michel Tremblay, on parle souvent du premier French kiss, le premier baiser sous ces escaliers. Ah, j'ai assez hâte. Alors, dans les quartiers modestes canadiens-français, à la fin du 19e siècle, il y a des nouvelles habitations qui arrivent. Puis, au départ, on décide de... On ne s'est pas trop cassé la tête. On fait des formes rectangulaires, des maisons qu'on appelle type shoebox, boîte à chaussures, qu'on peut voir encore à Montréal, où la porte donne directement sur la rue. Et Louis Courchaine, notre barista, vit dans ce genre de maison. Oui, tu viens d'acheter ça, une maison comme ça. Dans une boîte de souliers, effectivement. Exactement, c'est ça. Et il s'abrite avec le lacet la nuit. Mais à l'époque, les élus municipaux montréalais ont quand même commencé à dire qu'il faudrait avoir peut-être un peu plus d'oxygène dans la ville de Montréal. Et on commençait à dire on veut un peu de verdure en avant. C'est terminé de mettre l'édifice, finalement, directement sur le trottoir. Alors là, comme on avait un peu de verdure, ça reculait l'édifice, si on veut. On a décidé de mettre donc l'escalier à l'extérieur, ce qui aussi, ça facilitait aussi les propriétaires parce qu'il n'y avait pas besoin de faire chauffer finalement cet espace-là qui, bon, oui, on l'utilisait pour rentrer chez nous, mais si tu n'as pas besoin de chauffer, ça coûte moins cher, veut pas. C'est drôle parce que ça fait partie de notre quotidien, mais je regarde passer les images, puis c'est vrai que c'est assez particulier et original. Oui. Je le vois plus, moi, parce qu'on marche là sans trop regarder, mais... Puis à l'époque, là, il y en a qui aimaient ça. Mais en fait, maintenant, on trouve ça beau, comme tu viens de le dire, mais à l'époque, il y a des gens qui détestaient ça puis qui trouvaient que ça n'avait pas de bon sens. D'ailleurs, on a retrouvé dans le livre Les escaliers de Montréal que j'ai pris moi, je vais le montrer, ici si tu veux. à la bibliothèque à Radio-Canada. Le fondateur de l'Académie canadienne-française, Victor Barbeau, a écrit en 1941 « Ces logements corridors allongés d'une échelle improprement appelée escalier ». Alors, les escaliers extérieurs sont interdits à partir quand même des années 1940 suite aux pressions des élites qui trouvaient que c'était du vieux folklore pas tellement joli. Ben voyons. Mais depuis 1994, c'est possible de construire à nouveau ces escaliers extérieurs-là. Il y a même des règlements dans certains arrondissements de la ville de Montréal parce qu'on veut garder le cachet du quartier. Et on sait qu'il y a des gens qui vont faire des détours. Il y a des tours de ville aussi. Il y a des touristes qui viennent voir ça, qui prennent des photos de nos escaliers. Ah, absolument. Il y en a plein de photos. Lorsqu'on visite sur Internet, on regarde, on peut en trouver partout. D'ailleurs, il y a un très, très beau site d'un photographe québécois, par contre, Julien Le Breton. Je le remercie. Il a accepté qu'on montre quelques-unes de ses photos. Mais je trouve qu'il a su capter l'essence de ces escaliers extérieurs à Montréal. Et ça vaut la peine d'aller voir sur son site Internet. Merci beaucoup. Vous le savez, les liens seront sur notre site Internet, mais notre Facebook aussi, qui n'est pas géolocalisé. Vous pouvez atteindre un peu nos sujets et prolonger peut-être votre plaisir pour aller lire et aller chercher quelques liens qui sont énoncés par nos chroniqueurs. Louis Courchaine, je vais te laisser la parole, mais je vais aussi te laisser, parce qu'on a quand même une ministre qui m'attend, puis il ne faut pas faire attendre nos élus. Non, mais c'est un petit peu impoli. Alors, je t'écoute maintenant. Oui, bien, en fait, je me suis dit que, pour bien connaître le Canadien, il fallait savoir d'où il venait. Et puis, je suis allé fouiller sur Internet pour trouver des vieux tweets de nos personnages les plus importants. Un vieux tweet ici de Jacques Cartier, pouvez-vous croire, écrit en 1534, toi. Découvrir un nouveau monde, mais être incapable de croquer dans une pomme. Hashtag les joies du scrobu. Hein? C'est de la Languedoc, j'imagine. Samuel de Champlain, ici, en 1608, qui nous écrit « Aujourd'hui, j'ai fondé la ville de Québec. Demain, on accueille notre premier show de Metallica. » Alors, hashtag vive le Québec rock. Eh bien, pas intéressant. À toi, André. Merci beaucoup, Louis. Merci. Alors, Mme Saint-Pierre, merci d'être là. Ça fait grand plaisir. Merci bien. Rappelons que vous êtes ministre des Relations internationales et de la francophonie. C'est bien ça? Effet. Christine Saint-Pierre, qui est sur notre plateau aujourd'hui. Et c'est évident que j'ai envie de parler de la place de la francophonie au Québec versus le monde entier. On rayonne partout sur la planète avec cette belle langue que nous avons. Oui, énormément. Et le Québec se place, évidemment, veut être le vaisseau amiral de la protection de la langue française en Amérique du Nord. Nous en faisons la protection, la promotion, bien sûr, mais nous voulons également être le vaisseau qui aide toute la francophonie nord-américaine. Comment on se sent fait un peu ça? seul. On fait ça comment, si on veut être le vaisseau? En étant
étant au sein des organisations comme l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons notre place à part entière, nous avons notre droit de parole, nous sommes membres de l'organisation et ainsi on peut faire avancer nos idées et faire la démonstration que le Québec est fort, que sa langue française est bien vivante et que aussi être au sein de cette organisation-là, on se sent un peu moins seul parce qu'ici en Amérique du Nord, les francophones représentent 2 de la population. Parfois, on s'en sent très seul. Et lorsqu'on arrive au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, bien, on sent qu'on est une force. Il y a une force dans la francophonie et ça nous aide et ça nous stimule beaucoup. Ça sous-entend qu'on est menacé. Il y a quelque chose de fragile quand vous parlez de ce petit pourcentage-là. Oui. Imaginons la carte du monde ou la carte de l'Amérique. Il y a un petit village, là. Oui, oui. Hein? Le village gaulois, on dit souvent quand on réfère aux histoires d'Astérix, mais on est un petit village qui essaie de se débattre et de rester. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons toute cette détermination et nous le faisons depuis plus de 400 ans. Nous allons continuer à le faire. Et de faire partie de cette grande famille de la francophonie, bien, ça nous aide. On fait la promotion de notre culture aussi, on fait la promotion de nos artistes, on fait la promotion de notre savoir-faire, la défense aussi de certaines valeurs comme les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, les valeurs aussi de protection des droits humains, les LGBT. Nous faisons beaucoup de promotion sur cette question-là, parce que nous avons ici des choses nous avons accompli des choses, nous avons fait des grands pas et on peut partager ces expériences-là avec nos partenaires. Pour savoir influencer l'extérieur, des fois, il faut se regarder nous-mêmes. Est-ce que vous êtes satisfaite comment on protège notre langue chez nous? Quand on se regarde, nous, quand on parlons de Montréal. Montréal est multiculturel. Montréal, il y a beaucoup d'anglophones. À Montréal, ils sont les bienvenus. Mais cette fragilité de notre langue aussi, elle est pointée du doigt quand on est à Montréal. Il faut être très vigilant. Il faut vraiment faire en sorte que, évidemment, nos lois soient appliquées. On peut dire que nous avons fait du chemin avec la fameuse loi 101. Les anglophones à Montréal, il y a 35 ans, 35 des anglophones parlaient français. Maintenant, 75 des anglophones parlent français. Alors, il faut regarder ce qu'on a fait comme gain, mais ce sera toujours fragile. Il n'y a jamais personne qui va vous dire que tout est gagné, tout est parfait et oublions ça. Non, non. Ce sera toujours fragile et c'est encore une fois la raison pour laquelle nous faisons partie de ce grand ensemble de l'organisation parce que ça nous donne la force et en même temps, on peut aussi montrer aux autres provinces, en Amérique du Nord, à quel point le Québec vraiment est je le répète, le vaisseau amiral de la protection de la langue française. Alors, je retiens qu'on doit être influent et on l'est. Il faut être fier, mais tout ça, il faut être vigilant avant tout. Tout à fait. Christine Saint-Pierre, merci beaucoup. Merci. Si vous voulez bien, on va aller à la jasette au Québec. Moi, j'ai rencontré des gens sur la rue, puis on a piqué une jasette, comme on dit chez nous. Et là, on est sous le thème de la ville de Montréal. Regardez ça. Le charme d'être Montréalais, c'est de vivre dans une grande ville, quand même, assez grande, une métropole, avec les cafés, les boutiques, les restaurants, les bars qu'on aime. Mais si je suis à la maison, j'ai pas besoin de faire 2 heures en banlieue pour être tranquille. Je peux marcher 15 secondes dans une ruelle, j'ai mon petit balcon, mon petit livre, mon petit soleil, ma petite bière de microbrasserie, mon petit bagel de mon smoke meat, si on veut, d'être dans le cliché. Puis je suis très heureux comme ça. C'est un peu le carrefour de l'Europe puis de l'Amérique, hein? On le sait, ça, on sait tout ça. Mais on est dans une situation où il y a une paix sociale, une sécurité qu'on retrouve un peu moins en Europe puis encore moins aux États-Unis. C'est une ville très cosmopolite, très agréable à vivre. Tout est très grand chez vous. L'espace, donc? Oui, tout est immense. Moi, j'ai l'impression que Montréal, dans le fond, c'est comme devenu un peu une jeune adulte épanouie. OK, je vois. Pour une femme, qu'est-ce qu'elle est, cette ville? Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'elle est risquée? Est-ce que... Pas du tout. Non, elle n'est pas dangereuse. Puis moi, j'en suis particulièrement reconnaissante parce que je sais que c'est pas comme ça partout. Le Montréal, c'est la joie de vivre, en fait. C'est une ville qui est vraiment la joie de vivre. Même en hiver, il y a des festivals, il y a toujours des activités dehors, il y a de l'art. C'est une ville qui est très, très accentuée sur l'art et la diversité culturelle aussi. Le jour que vous allez venir à Montréal, je vous le souhaite, vous aurez la chance d'avoir cette conversation-là, peut-être avec des gens qui vont vous y accueillir. Pour nous trouver, il faut suivre une fleur, la fleur de lys. Ouais. Et Pascal va nous en parler maintenant. Bien, on la trouve très facilement chez nous parce que la fleur de lys, elle est sur notre drapeau officiellement, notre drapeau qui est officiel depuis 1948, l'Union nationale qui a décidé qu'on allait avoir enfin un drapeau pour nous. Et on la prend un peu pour acquise, cette fleur de lys. On n'a pas besoin qu'elle soit affichée. On a parlé à Gilles Laporte, qui est historien et prof au Cégep du Vieux-Montréal.
il nous a raconté qu'ici, on la prend pour acquise parce qu'on n'a pas besoin de savoir qu'on est au Québec, qu'on parle français. On le sait qu'on est là. C'est peut-être aussi parce que la première fois qu'elle a mis le pied en Amérique, cette fleur de lys, c'est via Jacques Cartier en 1534. Déjà, il y avait la fleur de lys. Bien, quand il a planté sa croix, il y avait un écusson avec 3 fleurs de lys dorées qui représentaient la monarchie. Et donc, c'est la photo de l'époque. La photo de l'époque, Ah oui. oui, les appareils étaient un peu bizarres. C'est sur un iPhone 2, c'est flou. Oui, c'est pas la haute définition, en fait. Mais suffit de voyager un peu partout au Canada et aux États-Unis pour être surpris de voir cette fleur de lys-là ailleurs. Et moi, cet été, j'ai fait le Midwest américain et le sud des États-Unis et on est tombé sur un village au Missouri qui s'appelle Sainte-Geneviève. Et je vous montre la photo parce que Sainte-Geneviève, vous voyez un jeune homme là, sur la photo. C'est mon copain Dominique et lui, il est né à Sainte-Geneviève de Batiscan en Mauricie, ici au Québec. Et on était très étonnés de voir... Mais est-ce qu'il fallait absolument que ton amoureux soit dans la photo? Oui. Mais oui, parce qu'il était fier de voir qu'il y avait un village qui s'appelait Sainte-Geneviève et où il y avait des fleurs de lys partout sur les armoiries de la ville. Donc, on était très surpris. On s'attendait à voir ces fleurs de lys-là en allant à la Nouvelle-Orléans, où on va aller tout à l'heure. Mais il y en a plein parce que c'est le logo de l'équipe de football de la Ligue nationale de football là-bas, les Saints. J'ai des casquettes ici, vous allez voir. OK. Il y en a vraiment partout. C'est celle-là que tu viens de dire. Donc, il y a fleur de lys là-dessus. Il y a des fleurs de lys ici, comme ça, oui. Allô? Donc, on en voit vraiment partout quand on va à la Nouvelle-Orléans. Mais on se voit, là. Excuse-moi de t'interrompre, on l'a bien vu? Oui. D'accord. Oui. Ah, voilà. Mais oui. Tu portes très bien la casquette. Ah, ben j'ai une tête pour ça. Ça sert à ça. Mais si nous, elle est présente partout. Gilles Laporte, notre historien, nous a raconté qu'à partir des années 70, il y a comme eu une volonté des communautés francophones à travers le Canada et les États-Unis de l'afficher un peu partout. Donc, on a vu apparaître multiples drapeaux de ces communautés. On va voir une mosaïque de ces drapeaux. Alors, les communautés francophones canadiennes de l'Ontario en 1975, la Saskatchewan en 79, la Colombie-Britannique en 81, l'Alberta en 82. Les francophones d'origine acadienne de Louisiane se sont dotés d'un drapeau fleur-de-lysée aussi en 65. Les Canadiens du nord-est des États-Unis aussi. Et on a vu en 84 le drapeau de Marquette. C'est lui qui a découvert le Mississippi avec Louis Joliette, qui a exploré le Mississippi. C'est Marquette qui a fait ça. Ben oui. Et ils se sont dotés de ce drapeau-là. Mais entre le moment où Jacques Cartier a planté les premiers fleurs de lys ici et le moment où c'est devenu le symbole de la francophonie, il s'en est passé beaucoup de changements de sens pour cette fameuse fleur de lys. D'abord, ce n'est pas une fleur de lys. Ah non? C'est une fleur d'iris. Et d'où vient la confusion? C'est parce que Clovis, qui est réputé être le premier roi de France, qui était le roi des Francs, il y avait une rivière qui coulait dans son royaume qui s'appelait la Lys. Et sur le bord de cette rivière-là, il y avait des iris. Et cette fleur-là, elle était belle, elle était pure, ça représentait la Vierge pour eux. Donc, la Vierge protectrice des rois, on a décidé de la mettre sur les armoiries et sur toute notre garde-robe de monarque. Hein? Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Tout ce que j'ai dans ma garde-robe avec des fleurs de lys, ça n'a pas de sens. Et donc, Humblement. Humblement. Et de ce symbole de pureté-là, bien, maintenant, c'est devenu le symbole de la monarchie à l'époque. Alors, tout ce qui appartenait au royaume de France, bien, ça portait la fleur de lys. Et beaucoup plus sombre, beaucoup plus tragique, jusqu'aux esclaves qui étaient dans l'ancien territoire de Louisiane, qui étaient, lorsqu'ils essayaient de s'échapper, on les marquait avec une fleur de lys. C'est un stigmate qui est encore très présent dans la culture. Ça change la casquette. Oui, puis on a même questionné la pertinence de garder cette fleur de lys-là à cause de ce stigmate historique dans les événements récents du drapeau de la Confédération américaine, parce qu'on se demandait si on devait garder le drapeau confédéré ou pas. On a fait le même questionnement au sujet de la fleur de lys. Puis au Québec, lorsqu'il y a eu la conquête des Anglais, le symbole a disparu. Il fallait l'abolir parce que les Anglais ne voulaient plus qu'il y ait de représentation française. Mais on l'a réchappé parce que sur le lit de mort d'un récollet qui était présent lors d'une bataille de Montcalm... On a retrouvé la fleur de lys. On a retrouvé la fleur de lys sur ce carillon. C'était la bataille de Carillon. Et on l'a affiché dans une première procession de la Saint-Jean-Baptiste. Et c'est ce qui a donné naissance à notre drapeau du Québec plus tard. Mais là, la fleur de lys rassemble tous les francophones, André. Voilà. Merci beaucoup de le marquer. Merci bien. On ne la verra pas de la même façon pour les prochaines visites qu'on fera à l'étranger. Pascal Lévesque, un grand merci. Parlant de l'étranger, il faut aller saluer les gens de la Nouvelle-Orléans. Et c'est Didier Alouche qui est là et qui va s'occuper de la prochaine heure de cette tournée francophone internationale. Didier Alouche, d'abord, bonjour. Et j'aurais déjà une curiosité.
Là-bas, chez vous, qu'est-ce que vous savez du Québec? Qu'est-ce que vous savez de Montréal? Disons en 3 mots. Je vous écoute. Alors là, André, c'est une question bien difficile que vous me posez, tant il y a à dire sur votre belle région. Bon, allez, je me lance. Le premier mot, ça sera Poutine. C'est indispensable, la Poutine. Ensuite, le deuxième mot, ça sera français, parce que vous le vouliez ou non, vous êtes le symbole de notre langue en Amérique du Nord. Et le troisième mot que je choisis, c'est chaleur, parce qu'il est rare de recevoir un accueil aussi chaleureux que celui qu'on reçoit quand on vient au Québec, à part peut-être à la Nouvelle-Orléans. On vous y attend. Vous allez retrouver Didier Allouche et son équipe donc un peu plus tard pour continuer cette chaîne de la francophonie internationale. Aujourd'hui, on est fiers ici, entrée principale, à Montréal, en direct, d'avoir été dans cette chaîne-là et j'espère que ça vous a plu. On a quelques secondes, quelques minutes avant de vous saluer. On va aller voir qu'est-ce que vous avez à dire. Je viens de le dire, on est en direct et sur notre Facebook, ça bouge. Réellement impressionnant, André. On a ici Marie-Claude Salvas qui nous dit qu'elle nous écoute de la Grèce et elle tient à nous féliciter car vous faites honneur à notre français canadien. Alors, très gentil de sa part. Valérie Jean qui dit « Nous sommes en Ukraine pour l'adoption de nos 3 enfants et nous écoutons entrée principale dans le cadre du Tour du monde franco. Super! » Et il y a des messages comme ça là, à la pelletée. Il y en a beaucoup? Oui, oui, on a du monde d'Angleterre, du Maroc, de Casablanca, jusqu'à Pierre Ouellette qui nous dit « Mais quelle surprise d'entendre sa langue à la télévision espagnole. Un plaisir de vous voir, André, et toute la gang sur la plateforme internationale. » Bien, merci beaucoup de nous suivre et continuer à le faire aussi. Ça nous fait plaisir de vous lire. Et je vous rappelle qu'on est là tous les jours et on a pris soin de notre public habituel aussi. Il devait nous trouver un peu bizarre des fois parce que, je sais pas, est-ce que ça ressemblait à l'émission habituelle qu'on a fait? D'habitude, on parle moins bien. Mais là, on s'est forcé. On s'est forcé pour les Écoutez, ça a été un bonheur. Merci à Radio-Canada de nous avoir donné cette opportunité de passer dans vos salons, chez vous, partout dans le monde. Merci de nous avoir suivis.